Considérez maintenant la figure de l'homme, dont on peut dire que c'est un petit monde. On y voit que chaque partie du corps est nécessairement composée par l'art et non par le hasard, et que toute la forme ensemble est très belle, de sorte qu'on pourrait difficilement savoir si c'est de l'utilité ou de la grâce que donnent le plus au visage humain et au reste du corps tous les membres, comme les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, les bras, la poitrine et les autres parties de même. Né près de Mantoue en 1478, 5 ans avant Raphaël, le comte Balthazar Castiglione sert Ludovic le Mort, puis François de Gonzague, avant d'entrer au service du duc d'Urbino, Guidobaldo de Montefeltre, le fils de Frédéric. C'est à Urbino que Castiglione rencontre le tout jeune Raphaël. Les deux hommes se lient d'une étroite amitié. À la mort du duc, en 1508, Castiglione reste au service de son successeur, Francesco Maria della Rovere, qui l'envoie à Rome comme ambassadeur. Il y retrouve Raphaël. En 1514 ou 1515, Castiglione commande son portrait au peintre. À cette époque, le comte rédige la première version d'un livre qui lui vaudra une gloire immense. Le livre du courtisan narre, sous forme de dialogue, 4 soirées au palais ducal d'Urbino en mars 1507. Autour de la duchesse Élisabeth Gonzague, érudits et poètes se livrent au plaisir de la conversation. Sont évoquées les bonnes manières, les femmes, les princes éclairés, l'amour, la beauté, la peinture, la musique, et surtout les qualités nécessaires à l'homme de cour. Raphaël, lui, est à Rome depuis plusieurs années. Il y a été appelé par le pape Jules II pour décorer les appartements du Vatican. Et il a continué pour son successeur, Léon X. Le peintre mène bien d'autres activités, décoration, architecture, archéologie. Avec son ami Castiglione, il surveille les fouilles et rêve de dresser le plan de la Rome antique. Raphaël travaillera au Vatican jusqu'à sa mort subite en 1520, à l'âge de 37 ans. Castiglione perd sa femme la même année. À partir de 1525, il est nonce pontifical à la cour de Charles Quint. Il fait publier son livre à Venise en 1528 et meurt l'année suivante en Espagne, sans avoir revu Rome ni Mantoue. Après la mort de Castiglione, le tableau qu'il avait emporté avec lui à Madrid est renvoyé à Mantoue. Mantoue, Urbino, Venise, Amsterdam, enfin Paris. Le tableau passe entre les mains de plusieurs propriétaires avant d'entrer dans la collection de Mazarin, puis dans celle de Louis XIV à Versailles. En 1793, le portrait fait partie des premières collections du nouveau musée du Louvre. Il occupera toujours une place d'honneur. Lorsque la Joconde, volée en 1913, disparaît durant 2 ans, c'est Castiglione qui la remplace au centre d'un des murs du Salon Carré. Le portrait a été souvent copié. Une copie très proche se trouve à Mantoue, une autre à la Villa d'Este à Tivoli. Une large partie écrite résume la vie du personnage. Une version ancienne elle aussi est conservée dans les réserves du Louvre. Rubens, dans les premières années du XVIe siècle, a copié la toile de Raphaël. Son tableau montre plus d'espace au-dessus de la tête et les mains sont dans le cadre. Enfin, Rubens transforme Castiglione en un personnage dramatique, tourmenté, plus en accord avec une esthétique baroque. Rembrandt, lui, voit le tableau à Amsterdam lors d'une vente et le dessine. Il a été frappé par l'élégance et la prestance du personnage, comme il l'a été par le portrait d'homme en bleu de Titien. Rembrandt s'inspire des 2 images pour plusieurs autoportraits. D'ailleurs, en croquant le Castiglione, il lui donne quelques-uns de ses propres traits. Au musée du Louvre, le tableau continue à attirer les peintres. Delacroix le dessine,
Maurice Denis le transforme en portrait Nabi. Matisse y découvre l'art de peindre le visage. La plupart des tableaux de Raphaël ont été peints sur bois. La peinture sur toile commence à se répandre en Italie vers la fin du XVe siècle. Balthazar Castiglione et l'autoportrait avec un ami sont les deux seuls portraits exécutés par Raphaël sur ce nouveau support. Cette toile était clouée sur la partie avant du châssis. Très vite, les peintres choisirent de la clouer sur l'extérieur du châssis. L'arête du montant participe ainsi de façon plus uniforme à la tension de la toile. D'après la copie de Rubens, plusieurs historiens ont pensé que l'image de Raphaël avait été réduite, coupant les mains du modèle. En 1975, le tableau, dont les pigments par endroits adhéraient assez mal, a été refixé, puis séparé de la toile de rentoilage qui le doublait. À cette occasion, les restaurateurs ont pu voir que la toile d'origine était d'excellente qualité et qu'elle semblait n'avoir jamais été coupée. En effet, la tension exercée par les clous a provoqué entre chaque pointe des déformations du tissage en feston. Ces festons auraient disparu si les bords du tableau avaient été coupés. Raphaël faisait un grand nombre de dessins préparatoires. Une étude à la sanguine pour le portrait de Jules II a subsisté. Les traits sont précis. Les ombrages sont figurés par des hachures plus ou moins denses. Le support utilisé est une toile de lin à tissage fin. Elle est enduite d'un mélange de blanc de céruse et d'huile, teinté par des grains de pigments bruns, rouges ou noirs. Sur ce fond gris clair et mince, Raphaël a pu reprendre son dessin préparatoire à l'aide de traits de pinceau, comme le montre par exemple Saint-Luc peignant la Vierge, un tableau longtemps attribué au peintre. Ces traits sont encore visibles dans plusieurs endroits. Puis il a fait une ébauche, disposant des couleurs diluées et les recouvrant peu à peu d'un très petit nombre de couches fines. Du fait de la minceur de ces couches de peinture, Raphaël a conservé les reliefs du tissage qui produisent autant d'effets de texture. La surface grenue de la couche picturale rediffuse ainsi la lumière dans toutes les directions et donne au tableau un aspect très mat. L'ensemble de la composition, traité avec légèreté et souplesse, correspond au principe prôné par Castiglione dans son livre. Souvent, en peinture, une seule ligne non travaillée, un seul coup de pinceau aisément donné, de manière qu'il semble que la main, sans être guidée par aucune étude ou par aucun art, aille d'elle-même à son but, suivant l'intention du peintre, démontre clairement l'excellence de l'artiste, que chacun ensuite apprécie selon son propre jugement. À l'époque moderne, le tableau, souvent verni à l'aide de préparations teintées, se présentait comme une image presque monochrome à dominante ocre, jaune et brune. Lors de la restauration de 1975, les vernis ont été amincis et le tableau a retrouvé ses valeurs d'origine. Les bruns sont redevenus des gris colorés, les noirs ont gagné en profondeur, les yeux, auparavant sombres, ont retrouvé leur couleur claire. Le portrait est composé à partir d'une gamme étroite de couleurs qui engendre pourtant un grand nombre de variations. Variations dans la fourrure, variations dans la barbe, variations dans les carnations.
Les yeux sont d'un bleu azur dense, mais tirant un peu sur le vert. Il a donc pu être obtenu directement à partir d'azurite, sans doute la seule couleur pure de tout le tableau. Deux autres petites notations de couleur vive, fil rouge, bouton doré. Le costume choisi par Castiglione pour les séances de pose a déterminé tout l'équilibre chromatique du tableau. Ainsi, le personnage, vêtu de sombre, se détache sur un fond clair. La dame voilée, très proche du Castiglione par la pose comme par l'importance accordée à la manche, est vêtue de clair et se détache sur un fond sombre. La lumière est douce. C'est une lumière traditionnelle d'atelier. Elle vient d'en haut à gauche. Elle éclaire aussi le fond, où elle projette l'ombre du personnage. Ce fond est donc proche. D'autres lumières, d'autres teintes et d'autres distances du fond auraient rompu cet équilibre délicat. Les bords inférieurs du béret de Castiglione soulignent les diagonales du tableau. L'ovale du visage est inscrit dans le cadran supérieur. La médiane passe à l'intérieur de l'œil gauche. Ce découpage apparaît dans plusieurs portraits de Raphaël. Un des yeux du personnage, le plus souvent l'œil gauche, a une position centrale. Même principe de composition chez Léonard. Ou encore chez les peintres des écoles du Nord comme Van Eyck. Le visage humain, très découpé et mobile, est l'objet le plus difficile à reproduire. Il ne peut se réduire à des formes géométriques élémentaires. Le point fixe choisi et placé au centre, pupille ou bord de l'œil, est en fait le seul repère précis dont dispose le peintre pour construire un visage et pour rendre en perspective les reliefs complexes des orbites, des joues, du front, des tempes. Le visage de Castiglione est placé un peu de biais par rapport au plan du tableau. Pour créer un effet de perspective, Raphaël diminue donc la taille de l'œil droit. Un second dispositif assure le relief, l'ombrage. C'est la densité de l'ombre qui permet de saisir immédiatement la profondeur de l'orbite ou de percevoir l'orientation fuyante de la tempe. Si l'on efface les ombres du visage, on obtient une figure plate, sans vie. Le visage, la coiffure, les vêtements dessinent une série de grandes courbes en S ou en 8 qui délimitent des formes rondes et des réseaux de lignes ordonnées. Les traces visibles autour des épaules et à droite du béret montrent que, malgré l'extrême minceur des couches, le peintre n'a pas hésité à reprendre certains contours. Il a rétréci les épaules du modèle ou effacé le dossier d'un siège afin de mieux isoler la silhouette de son ami. Il a réduit le béret pour dégager la partie sombre du visage et en souligner la courbe. Ce zigzag noir en bordure du visage, note stridente sur le fond clair, apporte un élément dynamique puissant dans une composition vouée par nature à l'immobilité. Autre traitement insolite, la position des mains. La restauration a révélé qu'une ligne de peinture noire d'un peu plus d'1 centimètre de large marquait le pourtour du tableau. Cette limite, qui devait disparaître sous le cadre, est bien de la main du peintre. Encadrant ainsi et en coupant les mains de son modèle, Raphaël veut concentrer l'attention du spectateur sur le visage, zone la plus claire et la plus colorée. À la Renaissance, bustes de marbre ou de bronze, médailles, miniatures, grands portraits peints traduisent l'émergence de nouveaux commanditaires et une forme jusqu'alors inconnue en Europe d'exaltation de l'individu. Les portraits exposent la gloire des vivants et gardent la trace des dynasties. Alberti souligne le caractère presque divin du portrait qui rend présents les absents comme les morts. Le peintre lui-même entre dans cette communauté des puissants en se représentant fièrement et en signant ses œuvres. Pour Castiglione et son entourage, la peinture est devenue l'art par excellence et on l'oppose à la sculpture, art moins doué pour l'imitation.
Raphaël était célèbre et recherché pour ses madones. Cette façon de répéter un type idéal de beauté, tous les peintres de l'époque la partagent. Ils l'empruntent aux nouvelles lectures de Platon que font alors leurs amis humanistes. Ainsi, Raphaël utilise le même visage pour une figure chrétienne, Sainte Catherine d'Alexandrie, et pour une figure mythologique, Galatée, qu'il peint à fresque pour décorer la villa d'Agostino Chigi, à Rome. Avec les portraits de personnages contemporains, il ne s'agit plus d'évoquer un type idéal ou un être surnaturel, mais d'imiter au plus près la nature, c'est-à-dire le modèle qui pose juste en face du peintre. Une vingtaine de portraits de la main de Raphaël ont subsisté. Dans le portrait d'Agnolo Doni, riche banquier mécène, les deux pôles du tableau sont le visage et les mains. Même importance des mains, même paysage en continuité, et par conséquent même lumière dans le portrait de sa femme Madeleine. Mais ce portrait a un antécédent fameux, la Joconde, que Raphaël a pu voir à Rome ou à Florence. Un dessin de Raphaël s'inspire du tableau de Léonard, qui, dans sa dimension primitive, montrait deux colonnes en bordure de cadre. Cadrage et position du personnage sont les mêmes dans la Dame à la licorne, Madeleine Adoni, ou encore la Dame voilée. Avec l'effigie du jeune banquier Bindo Altoviti, Raphaël, s'inspirant sans doute des portraits de Giorgione, crée une autre mise en scène. Le visage du modèle, en se tournant vers le peintre, accroche la lumière latérale et se découpe sur le fond sombre. L'érudit Fedra Inghirami est montré à sa table de travail en train de chercher l'inspiration, les yeux au ciel. Mais la pose choisie par le peintre, si elle introduit un élément de narration, est aussi une ruse avec la nature. Inghirami est atteint d'un fort strabisme divergent de l'œil droit. Le modèle, traité avec bienveillance par son ami peintre, voit ainsi son défaut réduit en grande partie par la direction insolite de son regard. Nouvelle mise en scène surprenante dans l'autoportrait avec un ami. Le visage à demi tourné et le geste en suspens du second personnage créent une composition très énigmatique. Dans son Castiglione, Raphaël reprend le modèle de la Joconde avec cette pose idéale préconisée par Léonard. Buste de 3/4 et visage tourné vers le spectateur. Toutes les modulations de forme et de lumière proviennent de cette opposition entre buste et visage. Mais, en faisant référence à un modèle plastique antérieur, celui de Léonard, Raphaël a-t-il peint son ami ressemblant? Plusieurs autres portraits ou supposés portraits de Castiglione sont connus. L'un d'entre eux, attribué à Titien, est conservé au musée de Dublin. Un tableau anonyme est conservé au musée civique de Côme. Une médaille a été consacrée à Castiglione et le montre cette fois de profil. Toutes ces images exposent des traits proches de ceux du portrait de Raphaël. Castiglione, dans son livre, prône l'austérité espagnole du costume. Il me plaît qu'il tire toujours un peu plus sur le grave et le sombre que sur le gai, car il me semble qu'une plus grande grâce est donnée aux vêtements par la couleur noire que par aucune autre, et si ce n'est pas le noir, qu'au moins il tire sur le sombre. Les avant-bras et le haut du pourpoint sont donc d'un noir profond, sans doute du velours, en opposition avec le jabot blanc de la chemise plissée et en harmonie avec le noir bleuté du béret. Les manches, très amples et bouffantes, sont de fourrure grise à pointillés blancs et reflets fauves. Il s'agit de petits gris, l'écureuil du Nord ou de Sibérie. Du même animal on tirait les meilleurs pinceaux. Castiglione porte encore un pectoral de cette fourrure, avec un ruban noir coulissant, et une doublure de satin écarlate dont le peintre ne montre que quelques fils. Au-dessous du pectoral, un gros bouton fermant la ceinture du pourpoint. L'art du costume est bien, comme l'art de la peinture, une façon d'équilibrer ou d'opposer avec élégance les surfaces claires ou sombres, les couleurs chaudes ou froides, les textures lisses ou grenues.
La coiffure de Balthazar est plus difficile à déchiffrer. Les noirs sont très proches les uns des autres, peut-être usés par les nettoyages anciens. On distingue deux parties, une coiffe et un béret. Un grand béret de velours noir bleuté, à large découpe, dont on trouve de nombreux exemples dans la peinture de l'époque. Il est orné d'une plume noire et d'une broche, ne montrant qu'une silhouette imprécise. Les bérets décorés de médailles ou de camées sont très prisés à l'époque. Les deux rois rivaux, Charles Quint et François Ier, ont ce goût en commun. La coiffe, ou scuffiotto, a été jadis mieux discernée par les graveurs. C'est une résille brodée qui moule le crâne. Dans une lettre à sa mère, en octobre 1509, il a alors 31 ans, Balthazar déclare « J'attends avec grande impatience les deux scuffiotti. Parmi tous les bienfaits que m'a donné cette maladie, les quelques rares cheveux que j'avais sont tous tombés, de sorte que je ne peux aller nulle part sans coiffe. » Même la barbe est bien plus qu'un ornement. Dans la génération précédente, les hommes étaient glabres. Cette génération nouvelle, fascinée par l'Antiquité, commence à creuser sous ses pieds pour redécouvrir à la fois Rome et la Grèce. Porter la barbe revient à s'identifier aux sages et aux philosophes de l'Antiquité. La tenue que porte Castiglione n'a pas seulement une fonction vestimentaire. Liant l'animal, plume, fourrure, soie, et le végétal, lin, coton, rassemblant signes et couleurs, elle a aussi une fonction symbolique. Elle est un reflet de ses goûts, de ses positions morales, de sa culture. Comme le corps passe pour l'enveloppe de l'âme, Érasme peut dire à l'époque que l'habit est le corps du corps. Pour les humanistes qui entourent Raphaël, le visage est un livre ouvert, un miroir de l'âme. Les traits parlent, ont un sens, trahissent le véritable caractère, les pensées secrètes des êtres. L'artiste authentique est celui qui sait lire sur un visage, qui sait y déchiffrer caractère et passion. Les contemporains de Raphaël s'accordaient pour louer son humeur. Il était ouvert, courtois, attentif, capable d'accorder immédiatement son esprit à celui des autres. Sa réussite dans le domaine du portrait vient sans doute de cette capacité d'empathie. Son rival, Michel-Ange, au contraire, était d'humeur sombre et ne s'intéressait pas au portrait qu'il jugeait un genre mondain. Et il s'appliquait plutôt à ne créer que des types idéaux. Castiglione est calme, attentif, serein. Son visage détendu exprime la bonté. Sur ce point, tous les témoignages convergent. Castiglione regarde son ami le peintre en toute confiance et avec une légère désinvolture. La sprezzatura, mépris de l'affectation, désinvolture, est le suprême ornement moral du gentilhomme. Je trouve une règle tout à fait universelle qui me paraît valoir en toutes les choses humaines qui se disent ou qui se font plus qu'aucune autre. C'est de fuir le plus qu'il se peut, et comme l'écueil le plus âpre et le plus périlleux, l'affectation. Et pour employer peut-être une expression nouvelle, d'user en toute chose d'une certaine désinvolture, qui cache l'art et prouve que ce qu'on fait ou dit vient sans fatigue et presque sans y penser. Enfin, il y a dans le visage de Castiglione une nuance de mélancolie. Cette mélancolie même de l'auteur du livre du courtisan. Dans sa préface, il constate que la plupart de ses personnages sont morts. Peut-être entre deux séances de pause, vient-il justement d'évoquer avec Raphaël les amis disparus. Les êtres humains, comme certains animaux supérieurs, obéissent à des règles de maintien en société qui tiennent compte bien sûr de leur rapport hiérarchique, mais aussi de l'expansion de leur corps, des mouvements de leurs membres, de leur odeur. Jeanne d'Aragon est située sur un trône bien au-dessus du peintre. Raphaël ne va pas en personne à Naples dessiner la souveraine, et il laisse par ailleurs à ses élèves le soin d'achever le tableau, mais il respecte en atelier ces règles implicites de distance face à l'autorité. Le banquier Agnolo Doni regarde le peintre de haut, comme le cardinal, ou encore comme la muette, et sans doute il est possible d'en conclure
qu'elle n'était pas une intime de Raphaël. Seules exceptions à ces règles, la relation amoureuse, ou encore la franche amitié. Alors les corps peuvent se rapprocher, comme dans le double portrait d'Andrea Navaggero et d'Agostino Beazzano, eux-mêmes amis de Raphaël, ou même se toucher, comme dans l'autoportrait de Raphaël avec un ami. Castiglione est assis sur un siège dont n'est montré qu'un fragment. Or, l'œil du personnage est situé sur l'axe de vision du peintre. Raphaël a donc peint le tableau assis face à son ami. L'œil du modèle, central, est comme un reflet en miroir de l'œil du peintre. Selon le principe d'Alberti, les rayons qui sortent de l'œil du peintre tissent les lignes du tableau et donnent naissance à l'image de l'ami. Mais on peut aussi imaginer la réciproque. C'est le regard du modèle qui fait vivre le peintre. Cet échange égal, cet équilibre harmonieux entre les deux regards, quelle meilleure définition de l'amitié. Les premiers portraits du XVe siècle avaient beaucoup troublé. Un visage dont le regard était dirigé vers le spectateur semblait le suivre des yeux lorsque celui-ci se déplaçait. Cette fonction magique est encore plus évidente ici. Le peintre achève son tableau en plaçant sur les yeux les infimes touches blanches qui rendent le regard de son ami liquide et vivant. Enfin, le visage de Castiglione est représenté grandeur nature. Le portrait, qui cumule ainsi toutes les illusions, est une sorte d'icône laïque, un véritable double du personnage. C'est lui tout craché, criant de vérité, plus vrai que nature. Il ne lui manque que la parole. Il va parler, plus vrai que vrai. Toutes les expressions familières des spectateurs devant les portraits ressemblants se trouvent déjà dans les écrits de l'époque. L'été 1516, Castiglione se marie avec Ippolita Torelli, qui l'année suivante lui donnera un fils, Camillo. Castiglione reste à Mantoue jusqu'en 1519, date à laquelle il repart pour Rome comme ambassadeur de Frédéric Gonzague. Il laisse son portrait dans sa maison familiale. Peu après, il écrit un poème en latin, Élégie, où il imagine son Hippolyta en train de lui écrire. Lorsque je suis seul, le portrait peint par Raphaël me rappelle ton visage et efface mes soucis. Je le chois, je ris avec lui et je plaisante, je lui parle. Et comme s'il pouvait lui-même répondre, il me semble souvent prêt à bouger, à vouloir dire quelque chose et à parler avec tes mots. Notre enfant reconnaît son père, et en babillant le salue, ainsi je me console et je passe les longues journées. En juillet 1520, après un voyage, Balthazar regagne Rome. Il écrit à sa mère « Mais il ne me semble pas que je suis à Rome, puisque mon pauvre Raphaël n'y est plus. » Quelques jours après cette lettre, il apprenait la mort d'Hippolyta à Mantoue. Des témoins ont raconté combien son chagrin fut immense. Le pape lui-même tenta de le consoler. Castiglione, au cours des 9 années qui lui restaient à vivre, emporta son portrait partout avec lui. Peut-être faut-il voir dans ce comportement étrange un des effets magiques du tableau. Castiglione avait lui-même prêté vie à son portrait par son poème. Sa femme et son meilleur ami étaient morts. Seule cette image, la sienne, pouvait lui remémorer à la fois les deux êtres chers. Et il savait aussi que, lui disparu, seul son tableau conservant sa trace continuerait à vivre.